La transmission se fait d'abord parce qu'il y a à un moment donné rupture dans la continuité et que la transmission ne se fait pas naturellement. C'est-à-dire qu'il y a un acte culturel qui suppose des formes tout à fait particulières par lesquelles justement on transmet une mémoire, un savoir, un donné, une expérience, un capital technique pour une génération future. Hannah Arendt disait cela comme ça, elle disait que nous sommes toujours des tas revenus dans la mesure où, d'une certaine façon, nous avons à refaire l'histoire de l'humanité et à redonner à l'humanité ce que nous avons créé. Donc il y a toujours, d'une certaine façon, cette finitude inscrite au cœur de l'humanité qui oblige à la transmission. C'est-à-dire que, nonobstant, et avec beaucoup de respect pour ce que disait tout à l'heure le professeur Jacquard, il ne faut pas simplement du temps pour faire de l'humanité. Si on met une cellule avec toutes les protéines qu'il faut pendant 14 milliards d'années, ça ne donnera pas nécessairement un professeur Jacquard. Il faut aussi passer des concours, des examens, des diplômes, rencontrer, avoir des expériences amoureuses, des déceptions, des tristesses, être né d'hommes et de femmes, recevoir suffisamment d'amour, etc. Et tout cela, c'est plus que le hasard. C'est plus que le hasard et c'est moins que la nécessité. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a donc dans l'obligation de la transmission, d'une certaine façon, une échéance anthropologique qui est liée à la situation énigmatique et aporétique de l'homme, dans la mesure où l'homme ne naît pas humain, comme on l'a dit tout à l'heure, même si d'une certaine façon il y a un déterminisme qui n'est pas simplement historique, et que les aléas de la liberté, ce n'est pas simplement des aléas physico-chimiques de rencontre entre tel ou tel type de protéines, etc. Il y a donc une institution patrimoniale, culturelle de la transmission, et ceci suppose d'une certaine façon des technostructures très, très complexes. Mais on peut dire que la première, c'est d'abord la parole et la proximité. C'est l'école, si on peut dire. Au sens où école veut dire prendre du temps sur la nécessité pour combler un manque à être chez l'homme, pour qu'enfin il soit totalement humanisé et ne pas se contenter simplement d'un processus de dominisation, mais un processus d'humanité. Ça, c'est le premier point qui me semble important, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un caractère éminemment anthropofacteur dans la transmission, étant donné les conditions dans lesquelles l'humanité se reproduit, se vit elle-même. Le deuxième point important, c'est le contenu de la transmission. Que doit-on transmettre? Alors là, on est dans une dimension éthique, on n'est plus dans une dimension technique ou pédagogique ou didactique. C'est-à-dire que faut-il faire, que faut-il choisir à travers le patrimoine de l'humanité, ou que faut-il inventer pour, d'une certaine manière, le léguer à l'autre, qui est là sans être totalement là, pour pouvoir construire une humanité qui repose sur des valeurs construites collectivement ou non, et qui se fasse selon un télos, une finalité, qui respecte d'une certaine façon ce désir d'humanisation, qui ne soit pas simplement un désir de perpétuation ou tout simplement un désir d'hominisation arrêté à des fonctions supérieures ou à des caractéristiques matérielles ou génétiques. Et là, on est véritablement dans l'éthique, dans la mesure où eh bien, les objets de savoir, tout aussi bien que les pratiques, les théories et les pratiques à transmettre, doivent faire l'objet, d'abord ils le font de facto, d'une discrimination, puisque les sociétés se reproduisent à minima, elles ont besoin de transmettre ce qu'elles savent au minimum pour ne pas régresser. Sans parler d'une idéologie du progrès, il y a un minimum d'éducation à faire pour qu'il y ait une stase, pour qu'il y ait au moins, au minimum, la même chose. Donc il y a une économie de la transmission, une économie qu'on peut dire épistémologique de la transmission. Mais surtout, transmettre, ce n'est pas simplement informer, c'est aussi transmettre ce qui est proprement aporétique, à savoir créer et inventer l'homme. Si l'homme n'est pas justement un amas de détermination génétique, si l'homme n'est pas non plus ouvert totalement à l'incertain, s'il sait précisément qu'il ne sait pas, et donc si donc il est ce mixte de négativité et de positivité, il faut bien choisir. Et cela, ça suppose d'une certaine façon, dans ce choix, cela suppose une certaine forme d'ouverture, voire même de philosophie et de sagesse pour déterminer ce qui est, pour le dire en termes 18e, ce qui est bon et ce qui est mauvais pour l'homme. Et cette détermination, elle suppose d'une certaine façon quelque chose qui est complètement impensable, c'est-à-dire qu'on ait une prénotion du futur pour savoir ce qu'il faut transmettre, ce qui vient. Alors, c'est pour ça que l'éthique, c'est différent de la déontologie, ou c'est différent de la morale, dans la mesure où ça suppose d'une certaine manière de prendre sur soi ce petit supplément d'âme pour dire que il semblerait, ce qu'a fait tout à l'heure le professeur Jacquard, à sa façon, il semblerait que ça soit meilleur pour l'humanité que cela. Et donc dans ce discrimène, dans ce choix, qui est un choix qui n'est pas simplement un choix technique,
Il ne s'agit pas simplement de reproduire, comme on l'a dit tout à l'heure, du cumulatif technique, de transmettre ce que nous avons reçu, mais il s'agit aussi de disposer, de redisposer l'échiquier temporel, l'échiquier historique, pour inventer un avenir qui ne sera nécessairement pas le même que celui que nous vivons. Et c'est donc cette conscience de l'altérité dans le même qui produit d'une certaine façon ce qu'on pourrait appeler une éthique de l'épistémologie, une éthique des choix scientifiques, une éthique des choix de discours et de pratiques à faire. Et c'est là peut-être où nous allons dialoguer tous ensemble, parce que je pense qu'à partir de nos champs, nous avons des visions de ce qui est à transmettre assez singulières, assez particulières. Je dirais, en ce qui concerne la mienne, puisque je prendrai une entrée délibérément philosophique, c'est que ce qui est à transmettre, d'une certaine façon, c'est l'amour au sens le plus strict de l'expression. Non pas l'amour comme sentiment désintéressé, non pas l'amour comme sentiment psychologique, non pas simplement cela, mais l'amour au sens où Platon disait que aimer, c'était être capable d'enfanter dans le beau. Enfanter dans le beau, ça veut dire que ça s'entend en deux sens. Le beau est enfanté par le vrai, et ça se manifeste par l'amour. L'amour est donc une forme méthodologique d'approche du réel. Et en ce sens, il y a une érotique de la vérité, mais en même temps, ça se dit aussi dans un double sens, c'est que pour pouvoir transmettre cet amour, il faut être à même de laisser certains masques, notamment l'orgueil, la vanité, le narcissisme, mais surtout d'être capable de... Bon, Platon parlait de conversion, de métanoïa, laïcisons le concept, il faut être capable de faire une rupture épistémologique d'avec ce qu'on pensait être vrai. Donc d'être capable d'avoir cette espèce de travail réflexif sur soi pour établir les limites de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas. Donc d'aller aux limites du savoir pour pouvoir faire le saut, le pari de la transmission. Donc c'est ça qui est paradoxal. Transmettre suppose savoir, mais pour transmettre effectivement dans l'amour, il faut le faire à la limite du non-savoir. Et donc c'est dans cet écueil que, d'une certaine manière, il y a une philosophie de la transmission qui suppose une articulation de la mort, de la beauté et de la vérité. Je vais déplaire en tant que philosophe. Je vais déplaire. On n'apprend pas uniquement avec le cœur. Pour apprendre le latin, pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire, pour apprendre à compter, il faut faire travailler sa mémoire. Il faut avoir le sens de la patience. Il faut, comme dit un philosophe, die Anstrengung der Begriff, c'est-à-dire la tension et la patience du concept. Alors ce qu'on a perdu, c'est peut-être pas les grands maîtres, c'est peut-être ce sens ascétique de l'exercice qui signifie que effort et apprentissage ne signifient pas nécessairement crucifixion, martyre et perte de soi. Il y a dans la transmission quelque chose qui est comme une sorte de baptême laïque, qui est une espèce d'incision dans le narcissisme fondamental. Tu ne sais pas parler, tu ne sais pas encore ce qu'est le monde, il faut que tu apprennes, et il faut que tu apprennes à écouter. Il faut que tu apprennes à te taire. Et pour apprendre à écouter, il faut apprendre à dialoguer. Qu'est-ce que c'est que dialoguer, dans le fond ? Ce n'est pas simplement échanger des points de vue ou des effusions sentimentales. Le cœur, c'est très important, mais l'amour, c'est pour ça que tout à l'heure, il y a eu, quand je parlais de l'amour, c'était au sens philosophique du terme. C'est-à-dire au sens où l'amour est l'union des opposés et la force qui permet de passer outre le préjugé de l'apparence, de l'évidence, du sensible, pour justement traverser les apparences et s'ouvrir au savoir. C'est-à-dire que l'amour est un merveilleux moyen de transport physique et psychique. Et donc, du coup, d'une certaine manière, il y a une pédagogie de l'amour et par l'amour. C'est essentiel, je pense que c'est un des... Mais il ne faudrait pas oublier quand même, et je voudrais le rappeler, quitte à être un peu à contre-courant, que les savoirs, ça existe. Et je pense que le professeur Joyeux et les médecins que vous êtes et les intellectuels ne diraient pas le contraire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le fond, ça demande... Transmettre signifie à la fois, bien sûr, un effort. Il faut apprendre pour transmettre. Il faut se replonger dans les bouquins, même quand on fait un cours pour médecin de première année, il faut les regarder, etc. Mais aussi pour apprendre, il y a un effort. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on partage un effort en commun. Mais ce qui fait la particularité de la transmission, alors on va parler des familles, etc., c'est que cet effort, il ne se fait pas par pure cruauté perverse de souffrir. Il y a l'idée que dans le fond, ce qui est aujourd'hui une souffrance va se transformer. C'est-à-dire qu'il y a d'une certaine manière une foi dans la transmission. S'il n'y a pas cette foi,
il y a effectivement un exercice froid, mais il vaut mieux avoir des professeurs froids qui enseignent les mathématiques plutôt que des professeurs chauds qui n'enseignent rien du tout et qui font des shows, justement. Il faut réhabiliter, d'une certaine manière, non pas le travail comme donnée objective, etc., moralisante, mais le fait que pour apprendre, il faut scoltiner. Pour apprendre le latin, le grec, l'arabe, etc., il faut apprendre du lexique, de la grammaire, etc., pour tout, même pour la sculpture. Vous l'avez dit vous-même. Et ce n'est pas parce que les personnes étaient vieilles que vous êtes allé les chercher pour apprendre des techniques de chaudron, c'est parce qu'elles étaient tout simplement des livres, des dépositaires de savoir, etc. Alors, la transmission, c'est intéressant parce que ça suppose d'une certaine manière qu'on meure au présent, qu'on soit capable de faire le don de sa personne. C'est pour ça que n'est pas transmetteur qui le veut. Ça ne se fait pas objectivement comme un neurotransmetteur le ferait de manière fonctionnelle et mécanique. Et transmetteur, celui qui se pose à chaque fois la question, si là, maintenant, je dois mourir, qu'est-ce que je dois transmettre à celui qui est à côté de moi? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à la fois très paradoxal de l'ordre de l'urgence. Je ne serai pas toujours là, il faut donc que je dispose de ce que je sais. Et puis en même temps, quelque chose de l'ordre de la scolée, comme disent les Grecs, du loisir. Il faut avoir le temps, il faut prendre le temps spéculatif, du retrait, de la réflexibilité, pour ordonner, en dehors du temps de la nécessité, le temps du travail, le temps dans lequel nous sommes pris tous les jours, pour prendre cette temporalité qui est une temporalité qui construit l'humanité. Donc c'est ces deux dimensions-là, à la fois d'urgence et de patience, qui déterminent le rapport à la transmission. Mais qui plus est, il faut avoir cette foi. Et foi veut dire ici passer une certaine forme de pari avec soi-même, avec l'autre, que d'une certaine façon, il y a quelque chose de l'être et du fondamental quand on est avec les savoirs.